auditrices et auditeurs de Radio Victoire. Vous êtes les bienvenus à l'émission Rétro 7 de ce jour qui accueille le président du conseil d'administration du collectif des associations contre l'impunité au Togo CACIT, Maître Claude Amégan. La disparition de la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, Nakpa Polo, la privatisation de la BTC à laquelle beaucoup de confrères se sont encore intéressés et cette semaine, le braquage d'un ministre à son domicile, le PNP 4 ans après le soulèvement de 2017, la relance de la sensibilisation sur la Covid-19 sont les sujets retenus au plan national pour donc ce débat. Au plan international, nous reviendrons sur l'élection présidentielle en Zambie qui s'est soldée par l'élection d'un éternel opposant, les attentats meurtriers au Niger et au Burkina Faso, une œuvre des djihadistes dont la version afghane, les talibans, sont de retour au pouvoir à Kaboul. Et enfin le tirage au sort des groupes pour la CAN 2022, ça a été en 2021 au Cameroun. Bonjour Maître Amégan. Oui, bonjour, monsieur Delagbo. Merci d'être avec nous pour cette émission. Nous allons l'ouvrir avec une page nécrologique, le décès de la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, Madame Nakpa Polo. Madame Nakpa Polo. C'est en début de semaine que la nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, du moins pour ceux qui ignoraient que la présidente était souffrante. Avant d'ouvrir la salve des questions de cette émission, Hervé Essay nous présente sommairement la désormais ex-présidente de la CNDH, Madame Nakpa Polo. Madame Nakpa Polo, décédée à l'âge de 65 ans, a été élue le 20 avril 2019 présidente de la Commission nationale des droits de l'homme CNDH. Titulaire d'un doctorat en droit public, Madame Polo a été ancien secrétaire d'État chargé des droits de l'homme. Bien avant, elle était ambassadeur représentant permanent de la République togolaise auprès de l'Office des Nations Unies, de l'Organisation mondiale du commerce OMC et des autres organisations internationales à Genève. Très engagée sur les questions des droits humains, la nouvelle de son décès a attristé plus d'un. La CNDH, pour rappel, a pour mission la promotion et la défense des droits de l'homme par tous les moyens, notamment par les séminaires, les colloques et les campagnes de sensibilisation et la vérification des cas de violation des droits de l'homme. Maître Amégan, vous êtes un défenseur des droits de l'homme, une dame qui a consacré l'essentiel de sa vie à travailler dans ce domaine, vient de tomber. Quel commentaire cela suscite-t-il de votre part? Oui, je dirais tout simplement que j'ai connu Madame Nakpa Polo quand elle a été nommée secrétaire d'État et je l'ai plus connue. Chargée des droits de l'homme. Oui, bien sûr, secrétaire d'État chargé des droits de l'homme. Et je l'ai plus connue quand elle était portée à la tête de la Commission nationale des droits de l'homme. C'est vrai que nous n'avons pas été très proches, mais ces derniers temps, nous avons eu à travailler beaucoup. Et donc, j'ai pu constater que c'est une dame qui est travailleuse. Elle est une dame de principe. Elle est rigoureuse dans tout ce qu'elle fait. Et c'est vraiment une grande perte pour nous, défenseurs des droits de l'homme. Surtout que depuis qu'elle a été portée à la tête de la Commission nationale des droits de l'homme, l'image de cette institution a beaucoup changé et sa façon de faire a également changé avec sa nouvelle équipe. Nous disons que c'est vraiment une grande perte pour nous. C'est Dieu qui donne la vie, Dieu a repris. C'est déplorable, nous ne pouvons que lui souhaiter, ou bien nous ne pouvons dire que paix à son âme. Voilà. Vu sa formation, son parcours et toute l'expérience qu'elle a acquise au fil des ans, vous l'avez dit, et la disparition de Madame Nakpa Polo est une grande perte pour le Togo. Alors, vous, qu'est-ce qui vous a marqué particulièrement durant le temps qu'il a passé à la tête de la CNDH? Oui, je l'ai dit tantôt, sa venue à la tête de la CNDH a changé beaucoup la vision ou bien l'appréhension que nous avions de la CNDH. Vous savez que depuis sa création, la CNDH est une institution en qui les Togolais ou bien en laquelle les Togolais faisaient absolument confiance.
Mais depuis quelques années, la CNDH n'était plus la CNDH qu'on connaissait. Et malheureusement, beaucoup de choses se sont passées. Et avec ces histoires au temps du président Kounté. Et aujourd'hui, cette dame, à la venue de la tête de la CNDH, a essayé de redorer le blason de la CNDH. Aujourd'hui, nous constatons que les autorités ont commencé par vouer un minimum de respect à cette institution. Et les Togolais ont commencé par refaire confiance à cette institution. Et donc, nous disons qu'avec elle également, beaucoup de choses ont changé. La façon de travailler de la CNDH, la façon d'appréhender la question des droits de l'homme au niveau de la CNDH, beaucoup de choses ont effectivement changé. Et pour nous, défenseurs des droits de l'homme, c'est ce que nous avons pu constater. La disparition de la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme a bien évidemment été traitée par les journaux parus cette semaine. Je vous en donne un petit aperçu. À la une de Togo Réveil, nous lisons « La présidente de la CNDH, Eugénie Nakpa-Polo, n'est plus. Ouara, les vainqueurs. La CNDH perd sa présidente. Pour le tonnerre, c'est tout le Togo qui perd Nakpa-Polo. Nakpa-Polo a tiré sa révérence, s'exclame de concert. Le dialogue étant nouveau. Dunia, qui ne dit pas autre chose, qui affiche à sa une Nakpa-Polo, la présidente de la CNDH et défenseur des droits de l'homme, a tiré sa révérence. De quoi est morte la présidente de la CNDH, s'interroge le changement. De son côté, c'est un hommage que le libéral rend à l'illustre disparu en écrivant, je cite, « Le Togo perd une valeureuse défenseur des droits de l'homme ». Vague de réaction après la survenue du malheureux événement, constate Togo Matin. Justement à propos de réaction, Liberté signale à ses lecteurs que Las Vito rend hommage à la présidente de la CNDH. Et Chronique de la semaine nous révèle que le ministre Trimois pleure celle qui a consacré sa vie au service des droits de l'homme. Enfin, difficile d'en voir le rapport, mais l'éveil de la nation saisit l'occasion du décès de Nakpa-Polo pour poser cette question. Qui pour rendre hommage à Agboibo. La perte de dame Nakpa-Polo a également fait réagir certains défenseurs des droits de l'homme. Je vous propose d'écouter le pasteur Edo Komi. J'ai perdu une sœur, j'ai perdu une femme d'accès facile que j'ai connue pendant longtemps au ministère des droits de l'homme. Non seulement elle était ministère, elle a été directrice générale des droits de l'homme. Depuis que je suis rentré dans la défense des droits de l'homme, j'ai connu une sœur, j'ai connu une dame. Elle s'est éteinte. Je manque de mots parce que ces derniers temps, personne ne voyait venir sa mort. J'ai eu à la contacter, elle a compati à mes douleurs quand j'ai perdu ma maman. Elle a même contribué financièrement. Il faut que je le dise, que tout le monde l'apprenne. Et je suis effondré. Je suis sous l'émotion. J'ai perdu une sœur, une femme à la tête de la CNDH qui a poussé l'audace de changer les choses et de trancher avec ce que nous avons comme l'habitude. Je crois que nous avons perdu, quelles que soient nos opinions diverses, j'ai perdu une sœur qui a été toujours compréhensive, qui sait nous rapprocher quand il y a des problèmes. Je crois que je suis sous l'émotion. Elle a contribué à rehausser un peu l'image de la CNDH qui était assombrie par le passé. Et elle a voulu apporter des réformes au niveau de la CNDH et elle est en train de prendre des dispositions pour que la CNDH puisse rayonner et en matière de la protection, de la défense et de la promotion des droits de l'homme comme une institution nationale. Mais hélas, qu'elle n'ira pas au bout de cette réforme et nous pleurons une femme qui s'est engagée pour la défense des droits de l'homme. C'est vrai quand même des fois, les tentatives politiques, des fois n'arrivent pas à lui permettre de mieux faire son travail, mais je dis, elle a fait sa part. Madame Nakpa-Polo, que la tête soit légère. On peut dire, maître Claude Amégan, que très discrètement, mais avec détermination, Madame Nakpa-Polo travaillait sans doute avec le soutien des autres membres de l'institution à redorer, comme l'avait dit, le blason de la CNDH. Aurait-elle pu faire le travail qu'elle a réalisé si elle n'avait pas le soutien des premières autorités du pays, notamment du chef de l'État? Non, tout à fait. Si elle n'avait pas le soutien des autorités, notamment du chef de l'État, elle ne pouvait pas faire le travail qu'elle a pu abattre jusqu'à son décès. Et je crois que la question des droits de l'homme, nous l'avons toujours dit, c'est une question de volonté politique. Et dès lors qu'il y a la volonté politique, je crois qu'on peut avancer. On ne peut rien faire dans un État, surtout sur la question des droits de l'homme, on ne peut rien faire s'il n'y a pas la volonté politique du gouvernement. Et donc, je crois qu'il y a eu des avancées d'une manière ou d'une autre auprès du gouvernement.
qui a accueilli favorablement les réformes qui ont été proposées en matière des droits de l'homme. Nous avons pu remarquer qu'il y a eu plus ou moins des réformes sur le plan institutionnel. Nous avons constaté que sur d'autres plans, il y a eu également des réformes. Même si on reconnaît qu'il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire. Donc c'est une question de volonté politique. Dès lors que les gouvernants sont disposés à accompagner les défenseurs des droits de l'homme, je crois que les choses vont avancer. Nous disons toujours que la question des droits de l'homme, ce n'est pas une question de personne. Tout le monde a besoin des droits de l'homme. Tout le monde a besoin que son droit soit respecté. Et donc, ce n'est pas une question de politique. C'est une question de vie humaine, c'est une question de la personnalité humaine. Donc, on ne doit pas en faire un problème vraiment politique. Quel que soit le bord dont on est, on doit vraiment consacrer et avoir une vision pour les droits de l'homme. On doit toujours protéger les droits de l'homme. On doit faire en sorte que les droits de l'homme avancent dans un pays qui se dit démocratique. Voilà. Y a-t-il des risques avec la disparition de Mme Nakpa Polo que tout cela se dégonfle? C'est que l'audace et la détermination qu'on a senti au niveau de la CNDH, est-ce qu'il y a des risques que tout cela se dégonfle maintenant? Non, je ne le pense pas. Je ne le pense pas puisque dans tous les cas, l'avancée qui a été observée n'est pas due à la personne de Mme Nakpa Polo. C'est ce que je dis, c'est une question de volonté politique. C'est l'État ou le gouvernement qui a voulu qu'il y ait eu un minimum d'avancée. Même si, je le dis, on a régressé dans beaucoup d'autres domaines, dans le domaine de la liberté, il y a beaucoup quand même d'avancées. Et je crois que ce n'est pas lié à la personne de Mme Nakpa Polo. Elle a fait des efforts pour conduire ces avancées. C'est avec la volonté politique. Et je crois que les gouvernants doivent pouvoir maintenir ces avancées que nous avons pu obtenir. Et sa disparition ne fera pas en sorte qu'il y ait eu une régression en ce sens, à mon avis. Quelle qualité, à votre avis, il faut avoir pour conduire une institution comme celle-là, la CNDH, avec succès? Non, il suffit d'avoir les outils nécessaires, la compétence nécessaire et avoir des gens autour de soi qui ont également cette volonté. Et il faut également que vous puissiez avoir la main libre pour pouvoir faire votre travail comme vous l'entendez et avec une vision positive. Donc, il faut nécessairement la compétence, il faut une équipe pour pouvoir faire un bon travail, il faut avoir la main libre et je crois que si on en réunit ces éléments, on peut avancer sur la question des droits de l'homme, on peut être responsable d'une institution. Le problème aujourd'hui, c'est que chaque fois qu'on est responsable d'une institution, on est responsable d'un ministère, on est responsable de quelque chose, on attend des ordres pour pouvoir travailler, alors que quand vous êtes responsable, c'est parce qu'on estime que vous avez la compétence, on estime que vous avez la capacité de pouvoir tenir cette institution. Et donc, vous devez avoir vous-même une vision, vous devez avoir des projets pour l'institution qu'on vous a confiée. Et je crois que si on a ces éléments, on doit pouvoir travailler. On ne doit pas tout le temps attendre de recevoir des instructions, attendre de recevoir l'ordre du chef de l'État pour pouvoir le faire. On doit prendre des initiatives et peut-être soumettre aux responsables, au chef de l'État, mais je crois qu'il faut toujours penser d'abord à l'institution et penser à la bonne évolution de cette institution qu'on gère. Alors, le défenseur des droits de l'homme que vous êtes, dites-moi à présent, vous l'avez peut-être un peu effleuré, mais on va peut-être insister un peu plus là-dessus. Que pensez-vous de la situation des droits de l'homme aujourd'hui au Togo? Oui, je l'ai effleuré effectivement. Je dirais qu'aujourd'hui, la question des droits de l'homme n'est vraiment pas ce que nous aurions souhaité. Nous disons que nous avons un sentiment mitigé par rapport à la question des droits de l'homme. C'est vrai qu'il y a eu des avancées. Je l'ai dit tantôt. Vous avez parlé tout à l'heure des réformes, là. Il y a eu des réformes dans le cadre légal et institutionnel. Et lesquelles vous ont oui, par exemple, il y a eu une révision de la loi organique sur la CNDH, la loi sur la CNDH qui a été révisée, et donc qui permet beaucoup plus d'indépendance des membres de la CNDH. Et nous pouvons également citer la loi qui a reformé le
l'organisation judiciaire qui a été votée récemment en 2019, nous pouvons... Oui, avant de continuer, vous avez parlé de la loi sur la réforme judiciaire. Oui. Mais on constate toujours qu'il y a des problèmes à ce niveau. Est-ce que c'est non. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut dire justement, vous êtes un avocat? Quand nous parlons de réforme, c'est une chose, mais la mise en application également, c'est une autre chose. Et puis les personnes qui sont censées également mettre en application, c'est également autre chose. Je dis toujours qu'au Togo, nous faisons toujours une grande avancée en ce qui concerne les textes. Nous avons toujours de très beaux textes, mais c'est la mise en application qui pose problème, ou c'est les personnes qui doivent veiller à leur mise en application qui pose problème. Sinon, les lois que nous avons, la plupart du temps, nous avons de très bonnes lois, et parfois même les pays voisins viennent s'inspirer de nos textes. Ouais. Mais la mise en application chez nous, c'est ça qui pose problème. Si on devait respecter nos lois, nous serons très avancés. Voilà. Après la réforme judiciaire, est-ce qu'il y a d'autres... Oui, il y a par exemple la loi qui a organisé le mécanisme national de prévention de la torture, qui permet désormais de veiller à ce qu'il n'y ait plus de torture sur notre territoire. Il y a la loi, des réformes ont été faites en ce qui concerne les droits économiques et socio-culturels. Oui. Vous savez que le gouvernement a mis en place ou a lancé le plan national de développement qui permet aujourd'hui d'insérer des jeunes et de permettre aux jeunes de pouvoir se prendre en charge. Même si ce n'est pas encore ce que nous souhaiterions, il y a quand même une loi en ce sens. Il y a la loi de 2017 qui porte en orientation de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc, il y a des réformes en ce qui concerne le code des personnes de la famille. Il y a le code de l'enfant. Donc, sur le plan légal et institutionnel, il y a eu quand même des avancées. Oui. Je l'ai dit, il y a encore beaucoup à faire. Oui, qu'est-ce qui ne marche pas aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, nous déplorons les questions toujours de torture qui sont évoquées. Nous déplorons les questions de l'impunité qui demeurent. Les questions de liberté de presse, liberté d'expression qui demeurent. Et ces questions préoccupent aujourd'hui. Comment se pose le problème de la liberté d'expression, puisque vous et moi, vous êtes libres, alors vous dites ce que vous pensez. Comment se pose ce problème-là, à votre avis? Le problème se pose en ce sens qu'aujourd'hui, pas plus que ces derniers temps, il y a le problème de Pegasus qui est là, et on met les concitoyens sur écoute, ce qui n'a pas été dénié par le chef de l'État. Et donc... Ni confirmé. Oui, je dis... Ni infirmé, ni confirmé. Ni infirmé, ni confirmé. Mais ça veut dire qu'il y a problème. Si ça n'existait pas, je crois qu'on aurait dû dire tout simplement que ça n'existe pas. Donc, ça veut dire qu'il y a, quelque part, il y a un problème. Donc, les gens doivent se sentir libres de pouvoir communiquer. Aujourd'hui, les gens sont sur écoute. Parfois, c'est par rapport aux communications que les gens ont eu à faire, qu'on les poursuit, qu'on les convoque à la gendarmerie, qu'on les poursuit à la justice. Donc, aujourd'hui, il n'y a même plus de liberté. Mais vous savez que dans certains cas, la loi permet de mettre des gens sur écoute. Oui, mais la loi le permet, mais il y a une procédure à suivre. Or, ce n'est pas le cas. Il y a une procédure à suivre. La procédure n'est pas suivie, mais on écoute les gens en violation de la procédure prévue par la loi. Donc, déjà, il y a une atteinte à cette loi-là. Nous disons qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle d'une révision de la loi sur les manifestations, la loi Bodjouna qui a été modifiée. Aujourd'hui, la liberté de manifestation, la liberté d'association, mis à part la question de la Covid qui est intervenue entre-temps, la liberté même de manifestation, la liberté d'association n'était plus vraiment libre en réalité. Donc, sur ces plans-là, nous disons que sur le plan de la liberté, il y a encore des problèmes. Sur la question des détenus de détention, aujourd'hui, la capacité de notre prison ne permet plus de pouvoir tenir
ça ne permet plus de pouvoir tenir. Une prison qui a été construite depuis le temps de l'indépendance ou bien avant même l'indépendance et qui aujourd'hui est surpeuplée, on doit pouvoir penser à la construction d'une autre prison. Ça fait partie des recommandations des Nations Unies. Donc aujourd'hui, les conditions de détention sont sérieusement déplorables. Ces conditions sont sérieusement déplorables et ça crée également des problèmes sanitaires dans les prisons. Donc sur le plan des droits civils et politiques, il y a encore des problèmes. Les gens sont en détention qui, depuis des années, ils ne connaissent toujours pas leur sort. Les gens parlent encore de torture aujourd'hui. Nous parlons toujours de l'impunité. Oui, les gens parlent de torture. Est-ce que vous avez fait des enquêtes pour vous assurer Il y a aujourd'hui plusieurs rapports. Il y a plusieurs rapports. Même la CNDH a sorti des rapports. Il y a des rapports. Donc, nous ne pouvons pas dire que ça n'existe pas. Nous ne pouvons pas le nier. Donc, aujourd'hui, il y a encore beaucoup à faire. Nous disons qu'il y a eu des avancées, mais il y a encore beaucoup à faire sur le plan civil et sur le plan politique. Dites-moi, qu'est-ce qui fait qu'on s'engage pour la promotion et la protection des droits de l'homme comme vous l'avez fait? Qu'est-ce qui pousse Qu'est-ce qui vous pousse Non, moi je pense que c'est juste l'être humain est créé pour ne pas en principe accepter l'injustice. Si Dieu nous a créés à son image et que Dieu n'aime pas l'injustice, son image en nous ne permet pas l'injustice. Et nous tous, nous devons en principe nous battre pour qu'il n'y ait pas d'injustice. Donc, dès lors qu'on n'aime pas l'injustice, c'est normal qu'on s'engage pour les droits de l'homme. Aujourd'hui, c'est vrai que les défenseurs des droits de l'homme sont très peu au Togo. Ils sont très peu, mais parfois, c'est également un engagement. C'est un engagement parce que c'est des risques que nous prenons. Ceux qui violent les droits de l'homme, eux-mêmes n'accepteraient pas les conditions de violation de droits de l'homme. Mais quand on ne le vit pas, on a l'impression que c'est les autres qui sont concernés. Jusqu'au jour où on se retrouve dans les mêmes conditions que ceux-là à qui on fait subir ces violations des droits de l'homme. Donc, les droits de l'homme, en principe, c'est inné pour toute personne, sauf qu'il faut un engagement pour s'adonner à cela. Il faut un engagement pour pouvoir rentrer dans ce combat. Nous ne combattons personne, mais nous voulons tout simplement que le droit de tout un chacun soit respecté. Nous voulons que la justice soit dans notre société. C'est le combat que nous faisons. Voilà, je sais que vous auriez aimé que nous puissions encore poursuivre avec les droits de l'homme, mais on va passer à autre chose. Mais avant cela, je voudrais vous demander si vous aviez à dire en 2 mots ce que vous souhaitez au Togo pour les droits de l'homme, qu'est-ce que vous diriez? Non, ce que je dirais, c'est tout simplement que les défenseurs des droits de l'homme soient écoutés par le gouvernement, que les principes des droits de l'homme tels que définis par tous les textes de droits de l'homme soient respectés. Voilà. Ok. Un autre sujet qui n'a pas échappé à la perspicacité de quelques journées de la place, les 4 ans du soulèvement populaire du Parti national panafricain de Tikpi à Tchadam. L'évêque de la nation nous dit qu'il y a 4 ans, une insurrection contre le régime de Faure Gnassingbé échouait. Abordant le sujet, le messager s'interroge en ces termes. Que reste-t-il du soulèvement du 19 août? Comme s'il apportait la réponse à cette question, la manchette affiche le titre suivant, je cite, « Des martyrs aux espoirs déçus ». De son côté, Liberté fait la proposition à savoir tout reprendre 4 ans après le 19 août 2017. Et Togo Matin de se demander, les rues tenteraient-elles encore les Togolais? Alors, quel souvenir gardez-vous, Maître Amégan, de ces moments difficiles que le pays a traversés et quelles sont les leçons que les uns et les autres devraient tirer des manifestations qui avaient secoué le Togo? Oui, le souvenir que nous gardons, c'est justement la façon dont ce mouvement avait secoué le pays. C'est vrai que personne n'a vu venir ce mouvement, cette manifestation du 19 août 2017. Les autorités ne s'y sont pas préparées.
Et même les politiciens, beaucoup de politiciens n'ont pas vu la chose venir. Et le souvenir qu'on peut garder, c'est qu'il y avait eu une gigantesque manifestation qui a regroupé autant de populations du nord jusqu'au sud. Et je me rappelle qu'à la suite de ces événements, beaucoup de choses ont bougé. Beaucoup de choses ont bougé d'une manière ou d'une autre, négativement comme positivement. Et nous rappelons, nous avons eu à assister des gens qui ont été arrêtés, des gens qui ont été frappés sérieusement, que nous déplorons. Les gens sont toujours en prison pour ces faits aujourd'hui. Oui, je voudrais vous demander une question précise. C'est-à-dire que voilà ce que le Togo avait vécu. Oui. Alors, quelles sont les leçons que les uns et les autres devraient tirer de ces événements-là? Ce que nous devons retenir comme leçon, nous pouvons retenir des leçons, plusieurs leçons, mais de part et d'autre, nous devons comprendre et reconnaître que quand un peuple est essoufflé, à un moment donné, quelle que soit la terreur, on finit par réagir. Quand on n'a plus de recours, quand on n'a plus de moyens pour pouvoir s'exprimer, quand on n'a plus de vie, on a l'impression qu'on n'a plus de vie, quand on a trop faim, on finit par réagir. D'abord, c'est une première leçon que nous devons tous tirer de ces événements. D'autre part, nous devons tirer la leçon de ce que, puisque le 19 août c'est un seul parti qui avait pris le devant des événements. Et malheureusement, ou bien heureusement, ce combat s'est estompé très vite. Tout simplement parce qu'à un moment donné, on a commencé par avoir un problème de leadership. On a commencé par avoir un problème. Aujourd'hui, malheureusement, nos politiciens pensent que sans eux, si ce n'est pas moi, l'autre ne doit pas arriver. Ou bien, sans moi, l'autre ne doit pas arriver. Les gens font un combat contre deux personnes. C'est ça la leçon que nous devons tirer. Les gens font un combat de personnes, les politiciens font un combat de personnes au lieu de faire un combat de vision. On doit plutôt faire un combat de vision aussi bien quand on est de l'opposition qu'au pouvoir. Aujourd'hui même quand on est déjà au pouvoir, on a l'impression qu'on doit tout simplement écraser ceux qui sont dans l'opposition, et l'opposition pense qu'on doit tout simplement déloger ceux qui sont au pouvoir. Mais ça ne doit pas une question de personne. Quelle vision avons-nous pour notre pays? Comment nous voulons que le pays avance? Donc c'est ça qui devait être la préoccupation. Donc à un moment donné de cette lutte, on a eu l'impression que les gens, il y avait un problème de leadership qui se posait, et du coup, ça a affaibli ceux qui ont pris l'initiative, puisque quand c'est une seule personne qui avait pris l'initiative, mais à un moment donné, il a fallu que les autres le rejoignent pour pouvoir continuer la lutte. Mais quand le problème de leadership a commencé par se poser, eh bien, évidemment, ils n'ont pas pu évoluer comme ils devaient, parce qu'il faut qu'ils soient ensemble pour pouvoir définir des stratégies avant de pouvoir avancer. Oui. Mais quand la question de leadership a commencé par se poser, tout s'est estompé. Donc, la leçon que nous devons tirer, c'est que, aussi bien de l'opposition que du pouvoir, nous devons avoir une vision pour ce pays et chercher des voies et moyens pour que ce pays se développe, pour que ce pays avance. Les pays sont en train de nous dépasser. Nous sommes dans une querelle intestine qui ne finit jamais. Nous voulons tout simplement surpasser des personnes alors que nous n'avons pas une vision pour faire évoluer le pays. C'est tout le problème. Quand on évoque ces événements du 19 août 2017, du côté du pouvoir, on parle de manifestations violentes. Alors, qu'est-ce que vous avez constaté, vous, à cette époque-là? Et par rapport à ça, qu'est-ce que vous pouvez dire? Oui, comme je l'ai dit, en réalité, le pouvoir ne s'est pas préparé pour cette manifestation. C'est vrai qu'il y a eu extrêmement de violence, surtout dans certains milieux où on a même eu à arracher des armes
aux forces de l'ordre, ce qui est vraiment déplorable. Les manifestations, nous devons pouvoir les faire. C'est une forme d'expression lorsqu'on n'est pas d'accord. Mais la violence, nous devons l'éviter. D'où qu'ils viennent, nous devons éviter la violence. C'est vrai, il y a eu extrêmement de violence, mais je dis que la violence, d'où est-ce que ça venait? Parce que également, du côté des forces de l'ordre, parfois, eux aussi exercent la violence. Il y a une façon d'encadrer des manifestations et quand la façon n'est pas respectée, mal que les gens se défendent. Nous ne disons pas que c'est toujours eux qui provoquent. Parfois aussi, c'est la population qui provoque. Nous-mêmes, nous avons eu à assister à des cas où c'est la population qui commence par provoquer les forces de l'ordre. Mais parfois aussi, c'est les forces de l'ordre qui commencent par provoquer. Donc, il faut que des deux côtés, il y ait une éducation aussi bien de la population que des forces de l'ordre, que les forces de l'ordre régulent les manifestations avec la stratégie professionnelle pour ne pas entraîner des violences. Donc les violences sont venues de partout. Nous devons tout faire pour qu'en tout temps, la violence soit éradiquée dans notre pays. Voilà. Le leader du PNP, Tiki Achadam, est toujours en exil et certaines personnes arrêtées et dans ces moments de trouble sont encore en prison. En votre qualité de défenseur des droits de l'homme, comment, à votre avis, le pouvoir devrait-il gérer ces personnes? Qu'est-ce que le pouvoir doit faire aujourd'hui avec ces personnes? Oui, moi je crois que c'est une question de politique. Et la question de politique, à un moment donné, il faut toujours chercher à faire des discussions, il faut toujours chercher des solutions politiques. Aujourd'hui, ceux qui sont en prison, est-ce que... nous avons eu à assister des gens, à assister ces personnes au cours de leur jugement. Et parfois, des gens ont été arrêtés qui sont des innocents. Parfois, ceux qui même sont des manifestants ou ceux qui sont les auteurs de ces violences, on ne les arrête pas souvent. Mais lorsqu'on arrête un groupe, eh bien, on vient juger tout le monde. Je crois que ça fait déjà 4 ans. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont été condamnés à 5 ans. Aujourd'hui, je crois que le pouvoir doit comprendre que c'était des manifestations politiques. C'est des gens qui qui faisaient une revendication politique et que il faut faire table rase. Lorsque nous sommes dans un pays et que nous disons que c'est un état de droit, je crois qu'on ne doit pas poursuivre des concitoyens pour leur opinion. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, la liberté d'expression au Togo pose un problème. Même si quand on estime que la voie empruntée pour faire ces revendications-là n'est pas la bonne, n'est pas en accord avec la loi, il faut... Quelle voie les gens sont en prison tout simplement parce qu'ils ont donné leur opinion. Aucune loi n'empêche de donner son opinion par rapport à une situation. C'est vrai que la loi sanctionne certaines déclarations, certaines manifestations, mais la liberté d'expression en son sein, quand c'est une opinion que la personne défend, on ne peut pas les empêcher de manifester, on ne peut pas empêcher les gens de se réunir. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la Covid, pour l'intérêt général, on peut refuser aux gens de se regrouper, de se réunir. Et à partir du moment où les gens veulent manifester, soit en marchant, la violence doit être proscrite, ça nous l'avons déjà dit. Mais si c'est que des gens veulent manifester leur façon de voir les choses, leur opinion, on ne peut pas les empêcher de le faire. Ces derniers temps, c'est la DMK qui se plaît de ce qu'on empêche ces réunions, même dans les domiciles privés. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. C'est vrai, à partir du moment où la question de mesures barrières est, on ne peut plus empêcher les gens de se réunir. On ne peut pas. Par entre-temps aussi, j'avais appris qu'on empêchait les gens de PNP de se réunir. On ne peut pas. À partir du moment où les gens ne prônent pas des idéologies de violence, on ne peut pas. On ne peut pas empêcher les gens de se réunir. Dès lors que le parti politique est accepté, dès lors que le parti politique est reconnu, on ne peut pas l'empêcher de faire ses activités. Il doit pouvoir faire son activité
autant unir, faire ses activités, autant DMK doit faire ses activités, autant ANT doit faire ses activités, autant tous les partis politiques doivent faire leur activité. On ne peut pas autoriser à faire leur activité et empêcher les autres de faire leur activité. Alors, l'une des thématiques sur lesquelles le CACIT travaille est la cohésion sociale. Alors, si vous aviez une recette à proposer aujourd'hui aux Togolais pour le renforcement de cette cohésion sociale, quelle serait-elle? Non, ce que nous pouvons dire, c'est qu'il faut que les gens enterrent leur hache de guerre et que les gens pensent a priori au pays. Il faut que les gens soient plus nationalistes. Il faut que les gens oublient leur intérêt et penser à l'intérêt général. C'est tout ce que nous pouvons dire. Parce que quand on passe à l'intérêt général, on cherche en commun comment faire évoluer le pays. Mais c'est lorsqu'on parle à son parti, on pense à son parti. C'est lorsqu'on pense à soi qu'on pense que tout ce que l'autre dit est mauvais. Quand l'autre dit quelque chose et qu'on estime que ça peut permettre l'avancée du pays, mais on l'accepte et s'il le faut, on travaille avec cette personne. Mais lorsqu'on pense que c'est nous qui devons avoir une suprématie sur les autres, c'est nous qui devons surpasser les autres, je crois que ça ne peut pas avancer. Nous devons rechercher tous l'intérêt général, nous devons chercher l'intérêt national et c'est dans cet esprit que nous pouvons trouver une cohésion et faire évoluer notre pays. Nous passons à autre chose, Maître Claude Amégan. La privatisation de la BTCI qui a encore fait couler beaucoup d'encre cette semaine dans les rédactions de la presse écrite. L'économiste affirme que deux personnalités, en mettant fin à leurs prétentions sur la BTCI, auraient facilité la tâche à l'homme qui a pris le contrôle de cette banque, d'où le titre « Un cadeau signé Charles Kié et Oscar Daga pour Mahamadou Bonkungu ». Le dialogue explique cette prise de contrôle de la BTCI par IB Holding de Mahamadou Bonkungu par la confiance que l'État togolais place en cette structure. De son côté, Forum de la Semaine présente à ses lecteurs ce que pense le député Tama de cette opération. Une opération que Chronique de la Semaine considère comme un mal nécessaire. Pour Togo Matin, l'État togolais n'a pas eu tort de privatiser la BTCI et il présente à ses lecteurs les raisons qui fondent son analyse. Approuvant ou du moins comprenant cette perte de contrôle de la BTCI par l'État, le confrère L'Union estime qu'il s'agit de préserver la stabilité du secteur financier. Abondant dans le même sens, Nouvelle Opinion prophétise que IB Holding de Mahamadou Bonkungu va galvaniser la BTCI. C'est presque la même profession de foi que l'on trouve chez Dounia qui affiche à sa une le titre suivant. IB Holding pour la relance de la BTCI. Faisant entendre un autre son de cloche, un son de cloche différent, le quotidien Liberté préfère parler de ce qu'il appelle une vague d'indignation autour d'une privatisation aux contours flous. Enfonçant le clou, l'alternative révèle, citation, les zones d'ombre d'une opération aux allures d'un montage financier. Également sceptique, voici le titre que le correcteur propose à ses lecteurs. BTCI bradé, l'opacité d'une opération qui cache mal le montage financier. Après avoir rappelé au bon souvenir de ses lecteurs le sort de la Sotoko, du port autonome de Lomé, de Togocom et maintenant de la BTCI, le triangle des enjeux conclut à une braderie, à ce qu'il appelle une braderie par acclamation. Pendant ce temps, le magnat libéré pose la question suivante. Le secteur privé, la seule alternative? Enfin, avec une pointe d'humour qui cache mal sa désapprobation des opérations de privatisation en cours au Togo, Fraternité propose le titre suivant au lecteur. Après NSCT, BTCI, bientôt la privatisation du gouvernement. Maître, la privatisation de la BTCI, comme je l'ai dit au début, continue de susciter des réactions passionnées. Vous n'êtes certainement pas un spécialiste de ces questions, mais vous avez sans doute votre opinion sur cette opération. Alors, que pensez-vous de cette opération? Ce que je dirais par rapport à la privatisation de la BTCI, je dirais que c'est une privatisation encore de plus. Parce que vous constatez que depuis un certain temps, toutes les grandes sociétés de notre pays sont en train d'être privatisées. Bon, le problème que ça me pose personnellement, c'est de savoir pourquoi on doit tout privatiser et qu'est-ce qui va rester finalement aux Togolais.
Et quand on privatise encore, ce n'est pas pour les Togolais. C'est des étrangers qui viennent récupérer nos plus grandes entreprises. Mais quel problème ces entreprises ont? C'est la question qu'on devait se poser. Et c'est à cela qu'on devait chercher des solutions. Quels problèmes ces entreprises ont et comment se fait la gestion de ces entreprises pour que chaque fois on nous dise qu'il y a mauvaise gestion. Normalement, quand on estime qu'il y a mauvaise gestion, on doit faire un état des lieux, on doit faire la situation et rechercher d'où vient la mauvaise gestion d'une entreprise étatique. Si c'est des personnes, trouver des solutions. Mais si c'est une question de gérance, trouver également des solutions. Mais on ne cherche pas les solutions, à mon avis, et on cherche le chemin ou bien la voie de la facilité pour les privatiser tout simplement. Si c'est nécessaire qu'on privatise, il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'on recherche d'abord les causes qui font que ces sociétés n'avancent pas, qui font que ces sociétés ne prospèrent pas. Et en second lieu, j'ai appris qu'il y avait eu un appel d'offres qui a été relevé par le Burkinabé. Si c'est vrai, c'est tant mieux. Mais c'est déplorable qu'au Togo, nous n'avons aucune structure qui pourrait récupérer la BTCI pour pouvoir garder ça comme entre les mains des gens du pays. On pouvait également faire un appel public. On pouvait faire un appel public et les Togolais vont participer pour rehausser cette structure, pour venir en soutenir cette structure. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Je crois que le gouvernement n'a pas suffisamment communiqué sur les motifs qui ont amené à privatiser la BTCI. Et lorsque nous n'avons pas d'informations, c'est normal que les gens aillent dans tous les sens. C'est normal que les gens, spéculent. Je crois qu'il faut que le gouvernement communique plus lorsqu'il y a on veut prendre ces engagements-là. Certains disent que c'est parce que les Togolais à qui on confie ces structures sont de mauvais gestionnaires. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on cherche la cause qui amène à la privatisation. Pourquoi on doit privatiser? Si c'est des gens qui gèrent mal, là... Il y en a justement qui disent que quand c'est mal, quand c'est des mauvais gestionnaires, il faut punir. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on puisse punir? Non, ça dépend. Quand c'est des mauvais gestionnaires, ça veut dire qu'ils n'ont pas la compétence, ils n'ont pas l'outil pour pouvoir faire le travail, ils n'ont pas les moyens pour pouvoir le faire, ils ne sont pas capables de gérer. Oui. On les change tout simplement. Mais quand c'est une question de détournement, là, on doit poursuivre. Quand c'est une question de détournement des fonds publics, on doit poursuivre. C'est pour ça que je dis qu'il faut chercher la cause de la mauvaise gestion. Quand c'est l'incompétence, on enlève tout simplement. Il y a des Togolais qui sont compétents dans plusieurs domaines. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de Togolais qui puissent gérer la BTCI en bon père de famille. Mais quand c'est une question de détournement, il faut poursuivre. Quand on ne cherche pas la cause et qu'on trouve la voie facile, on veut privatiser, je crois qu'il y a un problème. Une autre affaire que l'on trouve dans certains journaux de cette semaine est le braquage dont aurait été victime un ministre en fonction à son domicile. Voici ce qu'en disent les rares journaux qui en ont fait l'écho. Un ministre du secteur maritime braqué, nous dit le correcteur, lequel le ministre Edem Tengue affirme l'alternative qui précise qu'il a été braqué à son domicile par des hommes cagoulés. Visiblement tout aussi informé que l'alternative Fraternité nous informe qu'en relation avec ce braquage, un commandant et ses éléments sont aux arrêts et le confrère d'ajouter que le business de la mer est au centre des intrigues. Maître, c'est au moment où, mis à part peut-être le dernier braquage de responsable de la structure, la société Olé, on a constaté que les braquages se faisaient de moins en moins et c'est maintenant, là c'est un ministre, on nous dit que c'est un ministre qui a été braqué à son domicile. Et comme dirait l'autre, si cela arrive au bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec, le citoyen lambda? Quel commentaire pourriez-vous faire de cette affaire? Je me suis posé la même question. Si ça arrive à un ministre, je ne sais pas ce qu'il en serait pour le simple citoyen que nous sommes. Parce que braquer à son domicile, je crois que c'est un acte gravissime.
Et je crois que ce n'est pas des individus simples qui ont pu faire cela. Certains disent l'audace, l'assurance, voilà. Un certain professionnalisme font froid dans le dos. Parce que déjà, un ministre a des agents de sécurité avec lui, qui sont également des agents des forces de l'ordre. Mais quand les gens, je ne sais pas comment ils ont pu procéder pour pouvoir franchir toutes ces barrières et aller braquer un ministre dans sa chambre, je crois que c'est assez gravissime. Et donc, je crois que c'est vrai, le ministre de la Sécurité il fait de son mieux, il en fait beaucoup, ça il faut le féliciter. Mais je crois que le problème demeure, le problème de la sécurité demeure. Quand on va braquer un ministre à son domicile, dans sa chambre, je crois qu'il y a un grave problème de sécurité qui se pose dans notre pays. Et on doit redoubler d'efforts pour la sécurité des concitoyens. Ça devrait être l'affaire de tout le monde, finalement. Absolument, absolument. La question d'insécurité aujourd'hui, c'est l'affaire de tout le monde. Et nous devons tous y veiller. Nous devons tous y veiller. Et je ne peux pas comprendre comment ça s'est passé si ce n'est pas des professionnels qui ont pu poser un tel acte. Je crois que au lieu de chercher à écouter les Togolais, qui même s'ils sont activistes, même s'ils sont des journalistes, je crois qu'il vaut mieux redoubler l'effort, il vaut mieux les moyens qu'on utilise pour écouter ces gens-là, qu'on mette ces moyens au profit de la sécurité des dirigeants, au profit de la sécurité. L'écoute aussi, on dit que c'est pour la sécurité, justement. L'écoute dont vous parlez aussi, même si c'est illégal. Oui, c'est pour ça que je dis qu'on le mette au profit de la sécurité des concitoyens. C'est pour la sécurité, mais ce n'est pas pour empêcher la liberté d'expression. Mais c'est pour la sécurité. C'est pour ça que je dis, ce qu'on écoute, on écoute ce que nous avons entendu des journalistes, je ne sais pas en quoi ils représentent un danger. C'est possible, je n'en sais rien, mais je crois qu'il vaut mieux mettre ces moyens au profit de la sécurité de tous. Au Togo, nous n'avons pas d'activistes violents. Au Togo, nous n'avons pas de journalistes violents. C'est des gens qui expriment leur opinion, qu'on utilise ces moyens-là pour renforcer plutôt la sécurité de tous les concitoyens. Nous allons, avant donc de reprendre le débat, revivre le reste des événements majeurs de l'actualité nationale de cette semaine, sélectionnés par Hervé Essé. Coronavirus, le Togo est actuellement dans la deuxième vague de contamination. Et pour apporter les bonnes informations aux populations, le gouvernement, représenté par 3 ministres, a outillé lundi les directeurs d'organes de presse, journalistes et animateurs d'émissions sur la Covid-19. Ces acteurs, une fois outillés, sont appelés à éclairer la population sur la vaccination en cours dans le pays. Professeur Akoda Iwadan, ministre de la Communication. Depuis quelque temps, notre pays fait face à ce que l'on peut considérer comme une seconde vague de la Covid-19 avec un nombre de contaminations très élevé et des hospitalisations pour des cas graves assez importants. Le gouvernement a pris le parti de réunir les hommes de médias, les hommes de communication pour échanger avec ceux-ci sur une réorganisation de la communication autour de la pandémie à Covid-19. Il est clair que depuis quelque temps, les hommes de médias et de communication ont démontré leur contribution pour sensibiliser, informer autour de la pandémie. Et il était nécessaire de se retrouver pour faire un premier point et se relancer sur la communication autour de la pandémie. Ce qu'il faut attendre des journalistes, c'est tout simplement du professionnalisme. Le professionnalisme dont ils ont fait preuve jusqu'ici et qui permettra d'asseoir cette communication, d'informer, d'éduquer et de continuer à sensibiliser comme ils le font déjà. Top départ ce mardi de l'examen du brevet des techniciens. En course, un peu plus de 2000 candidats. Le ministre de l'Enseignement technique est allé faire le constat et prodiguer des conseils aux candidats. Ministre Eke Kokuodan. Nous avons fait une tournée pour constater et soutenir les candidats du BP. Le Togo est en marche et l'enseignement technique est en marche. Nous avons constaté à Dogon des jeunes qui sont motivés et dont les épreuves montrent que nous avons l'intelligence togolaise et nous avons la créativité. Ce qui nous a d'autant plus surpris, c'est l'organisation du travail que nous avons constaté. Nous avons plus d'une vingtaine de spécialités. Nous avons croisé les gens de l'électro,
biotech, la mécanique, tellerie, maintenance informatique, il y en a d'autres. Nous lançons donc un appel pressant à la jeunesse, aux filles togolaises de venir dans l'enseignement technique. Fin vendredi à Lomé des 2 jours de réflexion des acteurs politiques et de la société civile sur le bonheur en termes de convergence. Organisée par l'association Le Rameau de GC, cette journée a pour objectif de dévoiler et analyser les représentations en termes d'opposition portées par les acteurs de la vie sociopolitique. Maryse Kouachi, membre de l'association. Pour nous qui vivons au Togo, on voit très bien que toutes les choses sont présentées de cette façon-là. Il y a le pouvoir et l'opposition, il y a les partis et la société civile, il y a les riches et les pauvres, les hommes et les femmes, etc. Et quand on vit dans ça, on se rend compte que c'est difficile de trouver des solutions parce que la solution que trouve l'un est opposée à la solution que trouve l'autre. Et c'est pour ça que nous avons voulu au Rameau de GC faire des journées de réflexion sur ces différences-là. Parce que si c'est vrai que nous sommes comme ça opposés, nous ne pouvons pas construire ensemble quelque chose. Fonctionnaire international, rôle et défis pour le rayonnement du Togo, c'est le thème de la toute première Assemblée générale de l'Association des fonctionnaires internationaux togolais, AFIT, tenue jeudi à Lomé. Créée le 22 août 2020, l'AFIT a pour mission d'œuvrer pour la promotion et le bien-être des Togolaises et Togolais dans les organisations internationales. Au cours de cette Assemblée générale, les membres vont faire le bilan de 12 mois d'activité et vont adopter un plan stratégique quinquennal 2022-2026. Agathe Telou, présidente de l'AFIT. Nous sommes déjà dans l'action, mais également dans la planification pour être sûr que nos actions se situent dans un cadre purement légal et structuré, de façon précise par rapport à ce qu'on attend au niveau du gouvernement et notamment des structures qui sont chargées de pouvoir accompagner les Togolaises et Togolais travaillant dans les organisations internationales comme le ministère des Affaires étrangères, mais également peut-être le ministère de l'Emploi et d'autres ministères spécifiques. C'est de pouvoir établir un partenariat étroit pour permettre que nous puissions échanger sur ce que nous pouvons faire ensemble pour aider à ce qu'on ait plus de Togolaises et Togolais au sein des organisations internationales. La flambée des cas de contamination au coronavirus préoccupe le gouvernement qui veut revoir sa communication relative à la sensibilisation de la population sur ce fléau. Alors, Maître Amégan, comment trouvez-vous la communication gouvernementale sur cette pandémie ? Au début de cette pandémie, je crois que pas seulement le gouvernement, tout le monde avait pris cette affaire au sérieux. Mais depuis que nous avions constaté qu'il y a eu une régression en ce qui concerne la contamination, eh bien, nous avons également baissé les bras en ce qui concerne les mesures barrières. Et je crois que le gouvernement également ne se préoccupait plus tellement de faire une communication autour de cette pandémie. Mais malheureusement, ces derniers jours, nous avons constaté, et le gouvernement également l'a dit, une recrudescence des cas de contamination. Et donc je crois que c'est tout à fait normal que le gouvernement reprenne la main pour communiquer suffisamment sur cette pandémie et associer également les journalistes que vous êtes pour que vous puissiez être les relais du gouvernement. Et donc je crois que c'est de bonne guerre que la communication a été reprise par le gouvernement. Et je crois qu'il faut encore aller au-delà, parce qu'au début, on ne sent plus cette force anti-pandémie qui était là au début, pas ceux qui frappaient les gens, mais ceux qui éduquaient, conseillaient, ceux qui aidaient les gens, qui sensibilisaient la population. On ne les voit plus pratiquement. Je crois qu'il est nécessaire. Mais ces derniers temps, ils ont encore repris du service. Oui, il est nécessaire qu'ils reprennent un service vraiment, qu'ils reprennent la main et qu'ils fassent encore plus. Parce que malgré la vaccination, le mal continue par faire des victimes. Et je crois qu'il faut insister sur la vaccination également. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont encore sceptiques par rapport à cette vaccination. Les gens ne l'ont pas fait, mais la population togolaise aujourd'hui est énorme. Je ne sais pas si aujourd'hui on a pu même atteindre les 1 million pour la vaccination. Je ne le pense pas. Et pour pouvoir éradiquer ce mal, il faut que le gouvernement fasse plus d'efforts
pour qu'on puisse avoir la vaccination, qu'on communique plus sur la vaccination, qu'on arrive à convaincre les gens, pas obliger les gens à se faire vacciner, mais qu'on arrive à convaincre les gens. Et donc je crois que c'est par la communication que ça peut se faire et c'est de bonne guerre. Voilà. Dernier sujet au plan national, beaucoup ont été agréablement surpris d'apprendre l'existence de l'association des fonctionnaires internationaux togolais, et une association qui s'est réunie cette semaine. Et visiblement, les autorités sont décidées à faire davantage encore pour la promotion des Togolais à l'international. Et on ne peut que s'en réjouir, n'est-ce pas, maître? Absolument, absolument. Aujourd'hui, il y a quelques Togolais qui sont à l'international qu'on connaît, mais ils sont très rares. Dans d'autres pays, surtout dans les pays voisins de l'Afrique de l'Ouest, il y a des pays qui font tellement la promotion de leurs nationaux. Les Sénégalais, les Ivoiriens, dans certaines structures, même ici au Bénin. Mais au Togo, on ne sent pas tellement cette promotion à l'international de nos concitoyens. Et je crois que c'est une très belle initiative qu'il faut encourager. Et j'espère qu'ils vont pouvoir avoir le soutien du gouvernement, de l'État. Ils vont pouvoir être promus par nos gouvernants pour pouvoir hisser notre drapeau à l'international également. Dernier virage de cette émission, l'actualité internationale de cette semaine. Voici ce que Anani Vidjirakou nous propose d'en retenir. Attaque terroriste, 37 civils, dont 4 femmes et 13 mineurs, ont été tués dans un village du Niger lundi par des hommes armés venus à moto. Ils ont commis leur forfait dans la région de Tillabéri, où les djihadistes ont connu de sérieux revers ces derniers mois. Le Burkina Faso, pays voisin du Niger, n'est toujours pas épargné par ces attaques terroristes. Mercredi, au moins 47 civils et militaires burkinabés ont été tués dans une attaque dans le Sahel lors du passage de leur convoi. Selon des sources sécuritaires, 58 terroristes ont été neutralisés. Jeudi, le président burkinabé Roch Kaboré a décrété un deuil national de 3 jours. Ce mardi 18 août 2021 marquait le premier anniversaire de la chute du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Il a été contraint à la démission par un coup d'état militaire, un putsch mené par Assimi Goïta à la suite d'une contestation de la gouvernance de IBK par la coalition de l'opposition, de la société civile et de religieux, tous réunis au sein du M5. Un an après ce départ forcé, les Maliens attendent toujours un changement, mais le M5 rassure. Montago Tal, membre du comité stratégique du M5. Nous sommes aujourd'hui dans une gestion partagée du pouvoir avec les militaires, nous M5, et nous travaillons à mettre en application tout ce que les peuples maliens avaient revendiqué à travers nos mouvements, à travers les leaders du M5. Le M5 n'a jamais dit que tout changerait en 24 heures. Le M5 n'a jamais dit qu'il disposait d'une baguette magique. Le changement, c'est un processus continu. Personne ne peut dire qu'il y en a bougé depuis les 2 derniers mois. Mais personne ne peut dire aussi que tout pouvait changer en si peu de temps. Assimi Goïta, l'actuel homme fort du Mali qui déroule le calendrier de la transition, s'est aussi prononcé sur ce qu'il a fait un an après son coup d'État qui pour lui était nécessaire pour le peuple malien. Assimi Goïta. La rupture intervenue le 18 août a été immédiatement suivie d'une série de mesures allant dans le sens de cette refondation. De nouvelles institutions ont été mises en place, un nouveau gouvernement a été formé et tout le monde s'est attelé à la tâche. Un programme d'action gouvernementale a été articulé autour de 4 axes et a été approuvé par les hommes et les femmes, exprimant la volonté du peuple. Avec son exécution, notre ambition consiste à nous sécuriser pour nous développer, nous doter de textes et d'institutions crédibles pour instaurer une gouvernance vertueuse, réussir des élections transparentes aux résultats incontestables, raffermir la cohésion nationale. L'actualité internationale de cette semaine est aussi marquée par la victoire écrasante de l'opposant zambien Hakainde Hichilema à la présidentielle de jeudi en Zambie. Selon les résultats définitifs du premier tour, Hakainde a été élu avec 2,8 millions de voix contre 1,8 million pour le président sortant Edgar Lungu. Ce dernier, désormais ancien président de la Zambie, a reconnu sa défaite et félicité son adversaire Edgar Lungu. Suite aux résultats définitifs publiés par la commission électorale, j'annonce que je me conforme aux dispositions constitutionnelles pour un transfert pacifique du pouvoir. Je voudrais féliciter mon frère, le président élu, son Excellence Hakainde Hichilema,
pour être devenu le 7e président républicain. Le nouveau président de la Zambie, Hakainde Hichilema, malgré les torts qu'il a subis dans l'opposition, a appelé ses militants à tourner la page. Hakainde Hichilema. Je vous demande de ne pas avoir recours à la violence, de ne pas détruire la propriété d'autrui parce que vous avez eu des différends dans le passé. Si vous détruisez un centre commercial, ce serait aller à l'encontre de ce pourquoi les Zambiens ont voté pour moi. Suivez mon exemple. J'ai été diabolisé, arrêté 15 fois, mais je n'ai pas été élu pour arrêter ceux qui m'ont mis derrière les barreaux, sinon je ne serai pas différent d'eux. Si vous avez de mauvaises intentions, je vous demande de ne pas sortir dans la rue. Je sais que vous êtes en colère, je suis comme vous, mais je n'ai pas été vaincu. Suivez mon exemple. Depuis lundi, les talibans contrôlent l'Afghanistan. Ceci après la fuite dimanche à l'étranger du président afghan Ashraf Ghani. Face au désordre qui y règne, plusieurs pays, notamment les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni et la France, procèdent à l'évacuation de leurs ressortissants et de certains Afghans. Et puis c'est aussi cette semaine que le tirage au sort de la prochaine CAN Cameroun 2021 a été effectué à Yaoundé. Les 24 pays en liste ont été répartis dans 6 groupes de 4 équipes. Ainsi, dans le groupe A, le Cameroun, pays hôte, a pour adversaire le Burkina Faso, l'Éthiopie et le Cap-Vert. La compétition démarre le 9 janvier prochain avec le match d'ouverture entre le Cameroun et le Burkina Faso. Nous allons commencer avec la Zambie, où un éternel opposant, après 6 tentatives, a fini par se hisser à la tête du pays. Alors, quels sont les enseignements que l'on peut tirer de ce qui vient de se passer en Zambie? Oui, nous devons comprendre. L'enseignement que nous devons tirer, c'est que nous devons tout simplement comprendre que rien ne peut être éternel. Rien ne peut être éternel. D'ailleurs, notre vie n'est jamais éternelle. Donc, nous devons comprendre que... Notre vie sur Terre. Notre vie sur Terre, bien sûr. Nous devons tirer la leçon que en dehors de nous, quelqu'un peut aussi faire ce que nous faisons. Personne n'est indispensable, personne n'est incontournable. Si nous avons fait notre temps, nous devons apprendre à passer la main. Et je suis heureux que en Zambie aujourd'hui, le président sortant a accepté sa défaite et est sorti. Le président a félicité en plus celui qui vient prendre sa place. L'autre également prône la paix déjà. Donc ça veut dire que les 2 présidents ont compris que eux, ce n'est pas, ils ont fait un combat pas pour eux-mêmes, mais ils font un combat pour leur pays. Et c'est ce que nous devons apprendre. Malheureusement, dans les pays francophones, nous ne constatons pays de tradition francophone, nous constatons malheureusement pas ces choses. Et vous verrez qu'ici aussi, c'est dans un pays anglophone. C'est une question d'éducation, mais même si nous n'avons pas eu cette éducation auprès des Français, nous devons nous-mêmes changer nos mentalités. Dieu nous a fait les cerveaux pour réfléchir et chercher le commun, le bien commun. Yeah, oui, ce qui frappe, vous l'avez dit tout à l'heure, l'opposant Hakainde Hichilema, a été emprisonné à 15 reprises. Et là, juste après avoir été élu, il appelle ses partisans à ne pas se livrer à la chasse aux sorcières. Il dit qu'il comprend leur colère, mais que ce n'est pas la peine de se venger. Oui, c'est quand même un message très fort. C'est un message très fort. C'est une question de sagesse extrême. Quand on n'est pas sage, on veut se venger. On veut faire à l'autre ce qu'il nous a fait subir. Mais quand on est sage, on comprend que après tout, il faut pardonner parce qu'il n'y a pas mieux que le pardon. Parfois même, le fait de pardonner corrige l'autre plus que ce que vous auriez souhaité lui faire. Donc, je pense que c'est un monsieur qui est suffisamment sage, qui est assez sage. Quand Mandela était arrivé au pouvoir, il n'a pas cherché non plus à se venger. Malgré tout ce temps qu'il a passé en prison, il a prôné toujours la paix. Et donc, c'est des hommes sages qui ont cette mentalité, qui se comportent ainsi. Ça démontre que c'est un monsieur qui aime son pays, que c'est un monsieur qui a une vision pour son pays, c'est un monsieur qui a de l'amour pour son pays. Oui, tout à l'heure, vous avez évoqué la France. Mais en France, il y a l'alternance.
est-ce que ce n'est pas les pays africains d'expression francophone même qui refusent de... Oui, non, j'ai dit, je n'ai pas dit en France, j'ai dit les pays de tradition française. Oui, donc c'est que les gens ont l'habitude de rejeter le tort sur la France. Hein. C'est pour ça que je dis. Non, je l'ai dit, nous avons nous-mêmes des cerveaux pour réfléchir. Nous devons rechercher l'intérêt de notre pays. Même si on sait que la France intervient, mais quand même... Oui, bien sûr, justement, quand la France intervient, elle n'intervient pas pour l'intérêt des pays francophones. Oui. La France intervient pour son intérêt, pour l'intérêt de son pays. Oui. Et nous, Africains, nous devons également protéger nos intérêts. Nos dirigeants doivent protéger les intérêts de notre pays. Oui. Donc, si nous avions une vision nationaliste, je crois que ça doit pouvoir nous permettre de penser que c'est notre pays d'abord, c'est notre nation d'abord, et c'est après la nation que c'est nous. Voilà. Et les djihadistes ont encore endeuillé le Niger, le Mali et le Burkina Faso cette semaine. La question que beaucoup se posent est la suivante: jusqu'à quand? Maître Amégan, jusqu'à quand? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment sortir de cette spirale-là? Vraiment, c'est la question des djihadistes, c'est une question qui est très préoccupante. Vraiment. Et nous remercions Dieu que jusqu'à ce jour, rien ne se passe chez nous. Nous devons vraiment remercier Dieu. Et je sais que le gouvernement fait un grand effort sur ce terrain-là. Et nous prions Dieu pour que ça n'arrive pas. Mais quand on dit souvent que quand la maison de ton voisin brûle, il faut penser à soi. Donc, le Burkina est à côté. Ce qui se passe là-bas, nous ne pouvons pas en être indifférents. Et comment régler ce problème? Franchement, je ne sais pas, je n'ai pas une solution à proposer, mais je crois que tous les pays, surtout de l'Afrique de l'Ouest, doivent se soutenir et combattre ce djihadisme de toutes les façons possibles. Oui, on va rester au Burkina Faso où on annonce le procès sur l'assassinat de Thomas Sankara. Donc ça veut dire qu'on va en quelque sorte mettre fin à l'impunité qu'on peut dire par rapport à cette affaire-là. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que défenseur de l'homme et surtout le CACIT? Je crois que c'est une très bonne chose. Je l'ai dit, l'un des problèmes des pays africains, c'est l'impunité. Et quand les gens commettent des crimes et qu'on ne les punit pas, ça encourage d'autres à recommencer. Aujourd'hui, nous devons savoir qu'il y a des crimes qui sont imprescriptibles. Même si on ne les juge pas aujourd'hui, tôt ou tard, on va les juger. Et donc, je crois que c'est une très bonne chose, cette initiative, pourvu qu'on puisse retrouver ces assassins, qu'on puisse vraiment les traduire devant la justice et que ce procès serve d'exemple à d'autres personnes. Donc, nous ne pouvons que féliciter ce procès, cette initiative du gouvernement burkinabé. Et nous encourageons également les autorités togolaises, nous profitons pour encourager les autorités togolaises pour qu'un effort soit fait afin que les questions d'impunité soient réglées dans notre pays. Il y a beaucoup d'enquêtes qui sont ouvertes, qui ne sont jamais closes et on est toujours dans le statu quo. Nous pensons qu'il y a beaucoup également de crimes pour lesquels on n'a pas de jugement aujourd'hui. Ce n'est pas normal dans un État démocratique. Nous invitons le gouvernement togolais à emboîter le pas au gouvernement burkinabé. Voilà. Dernière question de cette émission sport. Le tirage au sort pour la constitution des groupes de la CAN 2021, certains diront 2022, a été effectué cette semaine. Et une fois encore, les Togolais verront tout ça là se passer loin d'eux. Et qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est vraiment dommage. C'est regrettable. Aujourd'hui, c'est vrai, tous les Togolais ont prié pour que Claude Leroy s'en aille. Aujourd'hui, c'est chose faite. Nous gardons tout simplement espoir. Nous ne devons pas oublier que le football réunit. Nous gardons espoir qu'avec le nouveau entraîneur, le nouvel entraîneur, les choses iront mieux et que le Togo finira par essayer se présenter encore au plan international. Voilà. Fin de cette émission. Je vous remercie, Maître Claude Amégan. Vous êtes le président du conseil d'administration du collectif des associations contre l'impunité au Togo, CACIT. Auditrices et auditeurs de Radio Victoire, Hervé Essay, Anani Vidirakou et Anani Messan se joignent à moi pour vous remercier pour votre fidélité d'écoute. Excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir.